Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne YouTube Automota pour un nouveau super test après celui du Kia EV9. On avait parcouru plus de 400 km, presque 500 km pour voir un petit peu ses capacités de recharge, de batterie, d'autonomie, etc. Et bien aujourd'hui, on va recommencer avec une voiture assez similaire quand même, très ressemblante, la Hyundai Ioniq 9, donc qui est basée sur la même plateforme que le V9 et on a à peu près les mêmes performances. C'est même encore un peu plus impressionnant sur cette voiture, puisqu'on a 428 chevaux, 700 Nm de couple, un 0 à 100 abattu en 5,2 secondes. Et au niveau de l'autonomie, c'est un petit peu plus élevé, puisqu'on a une batterie de 110,3 kWh pour être précis. Donc c'est plus de 10 kWh de plus que le V9. Et donc, on aura une autonomie à peu près de 600 km. Et aujourd'hui, eh bien, on va partir en Belgique, puisqu'on va se rendre au Salon de l'Auto à Bruxelles. Donc, on part du nord de Paris, on a un peu plus de 300 km. La voiture est pas forcément optimiste puisque j'ai mis le GPS donc avec les prédictions un petit peu de batterie au moment où on arrive et elle pense qu'on devra s'arrêter. Alors moi, j'ai le sentiment, la conviction qu'on peut faire ce trajet sans avoir besoin de recharger. Alors je m'arrêterai sûrement puisqu'on a plus de 3 heures de route, donc voilà, pour aller aux toilettes, pour manger un petit bout puisqu'on est en fin de matinée, donc voilà, mais sans recharger la voiture. Donc c'est le test que j'ai envie de faire aujourd'hui, si on peut faire un Paris, donc Paris Nord, jusqu'à Bruxelles, donc pour aller au salon, sans avoir besoin de recharger ce véhicule électrique avec, je le rappelle, environ 600 km d'autonomie. Contrairement au super test avec le V9, cette fois, je suis tout seul dans la voiture. Alors pourtant, on a une version 6 places encore une fois, avec cette rangée du milieu où il y a deux sièges séparés et la rangée à l'arrière que j'ai couché pour pouvoir mettre mes bagages parce que j'ai tout mon petit matériel de tournage. Donc voilà, j'ai pas voulu déplier la banquette arrière. Donc voilà, cette fois je suis tout seul, donc avec beaucoup moins de passagers, beaucoup moins de bagages. Donc forcément en termes de consommation, ça sera peut-être un petit peu meilleur qu'avec le V9. Et c'est ce qui me fait penser aussi qu'on peut arriver jusqu'à Bruxelles sans avoir besoin de charger. Alors peut-être qu'on arrivera avec 5% de batterie, voire moins, mais bon voilà, c'est le risque entre guillemets que je suis prêt à prendre. Voilà, j'ai vérifié à Bruxelles, il y a plein de bornes de recharge. Donc voilà, ce ne sera pas un souci pour recharger là-bas. Donc là, je suis en train de charger la voiture jusqu'à 100%, donc pour vraiment avoir l'autonomie la plus grande possible pour ce test. Et du coup, on va pas tarder à partir. Donc voilà, on va parler un petit peu de ce Ioniq 9. Donc là, je suis sur la finition calligraphie, c'est la finition vraiment haut de gamme, avec un prix de 86 900 euros. Et là, on a des options avec notamment les sièges pivotants à l'arrière, donc à 1000 euros, et la peinture verte donc, que vous voyez à l'extérieur, avec un prix de 1000 euros aussi. Donc on est sur une version à 88 900 euros. Ouais, c'est un peu difficile à croire quand on parle d'une Hyundai, mais voilà, elle est bien à 88 900 euros. C'est un petit peu plus cher, enfin à 2000 euros près, que le Kia EV9. Donc voilà, c'est quand même pas rien. Mais en tout cas, au niveau des finitions, on est quand même bien servi. On a beaucoup de cuir Nappa. On a même de l'aluminium brut dans la planche de bord avec le petit logo calligraphie. Donc ça fait quand même une finition très haut de gamme. Et puis on a des matériaux hyper doux. Voilà, sur le plancher, ici sur les montants à l'intérieur, on a des enceintes Bose. Donc ça, au niveau du confort auditif, c'est quand même pas mal. Ensuite, pour ce qui est du confort de conduite, ça, on en parlera une fois au volant. Mais en tout cas, voilà, la qualité perçue et le confort à l'intérieur, là, on est sur à peu près le même niveau que le V9 et j'irais même un petit peu supérieur au niveau des matériaux. Et puis surtout, là, on a l'option Biton à l'intérieur, donc avec du noir sur la planche de bord, avec du plastique moussé. Et puis voilà, ce matériau très doux, comme je disais, couleur très claire, donc c'est vraiment très lumineux. On a aussi un grand toit panoramique. Ça, c'est vraiment super, c'est très agréable, c'est super lumineux. Donc voilà, ça incite quand même à voyager, à faire de longs trajets avec cette voiture. On sent qu'on est à l'aise. On a toutes les options de confort dont on avait parlé sur le V9, avec le siège massant, le siège chauffant, le siège ventilé, les sièges électriques. On a beaucoup de rangements. On a même un petit rangement où si on appuie sur un bouton, ça peut désinfecter. Alors ça, c'est depuis le Covid qu'ils ont installé ça. Ou voilà, on peut désinfecter par exemple notre téléphone s'il a été dehors, etc. Voilà, je sais pas si ça fonctionne vraiment à 100%, mais en tout cas, l'idée est plutôt intéressante. Alors moi, pour le moment, j'ai mis mon Tupperware avec mes petits sandwichs dedans, donc bon, pas forcément besoin de les désinfecter. Et puis surtout, la grande différence dans cette voiture, et qui est une des particularités de ce Ioniq 9, c'est les rétroviseurs qui sont en fait des caméras. Donc on a des petites caméras à l'extérieur, donc ça permet de renforcer l'aérodynamisme de la voiture et donc de la faire gagner en autonomie, en puissance, etc. Et donc, à la place des rétroviseurs, on va avoir des caméras dont les écrans sont à l'intérieur des portières. Donc ça, c'est pareil, il faut s'habituer. C'est quelque chose d'assez nouveau. On l'avait vu notamment sur l'Audi A6. Et c'est quelque chose qu'on pourrait voir peut-être de plus en plus sur les véhicules, puisque moi, je trouve que ça fonctionne vraiment bien. En fait, une fois qu'on a appréhendé un petit peu l'angle de la caméra, etc., et comment
comment s'en servir comme un vrai rétroviseur, bah, je trouve que ça fonctionne super bien. On a une qualité qui est vraiment, une qualité d'image qui est vraiment excellente. Donc en fait, c'est pas du tout un souci une fois qu'on s'y habitue un petit peu. Pour le reste, on a un très très grand volant. Donc là, bah, pareil, il faut s'habituer un petit peu, surtout qu'on a un véhicule très très long de 5,06 m avec 3,13 m d'empattement et un poids un petit peu supérieur à 2,7 tonnes. Donc là, pareil, on reste dans le même zoo que le Kia EV9. Donc là, on ne sera pas trop dépaysé suite à cet essai. Et voilà, pour le reste, c'est à peu près similaire quand même. On retrouve un petit peu l'univers coréen de Hyundai et de Kia. On a une console tactile pour la climatisation. On a quelques boutons en dessous. Voilà, ensuite, on pourra régler tout ce qui est ADAS, notamment désactiver l'alerte de survitesse. Et la petite caméra, là, on la retrouve. Alors, vous verrez, elle est beaucoup moins intrusive que sur le V9. Et ça, c'est vraiment un plaisir au moment de conduire cette voiture. Donc voilà, on est quand même très très bien installé. Et on se dit que pour faire un trajet de plus de 300 km, on va franchement être super à l'aise. On a les sièges massants, donc ça c'est une option dont on va pouvoir se servir une fois qu'on conduira. Donc on va être prêt à partir et moi j'ai hâte de faire cet essai et de voir donc si on peut rejoindre Bruxelles en partant du nord de Paris sans avoir besoin de recharger le Ioniq 9. Alors ça y est, on a pris la route direction Bruxelles. Donc je rappelle qu'à la base on a 311 km à parcourir. Et bah là j'attaque la vidéo au moment où on vient de rentrer vraiment sur l'autoroute. Donc là ça va être tout droit pendant 112 km pour le moment. Et donc pour le moment on a parcouru 33 km et on a consommé 27 kWh. Mais je pense que ça va beaucoup augmenter puisque là on attaque les parties de route à 130 km/h, limité à 130 km/h. Il nous reste 92% de batterie, donc pour le moment, pas de panique. Hein. On va voir maintenant à quelle vitesse ça descend et voilà, surtout les petites étapes. J'ai hâte d'arriver à peu près à 50% de batterie et de voir combien de kilomètres il nous reste. Ça permettra vraiment de se faire une idée du pourcentage de batterie qu'on aura à l'arrivée. Donc voilà, en attendant, je vais parler un petit peu de la conduite de ce Ioniq 9. Donc voilà, c'est un gros paquebot de 5,06 m. Voilà, j'aime bien cette expression paquebot pour parler de ces très très longues voitures. Donc c'est un SUV super familial, vraiment peut-être plus conçu pour le marché américain, un petit peu à l'image de l'EV9. Hein. C'est vraiment voilà, dans l'esprit des voitures américaines, très très grandes, très très spacieuses, très imposantes, même si au niveau du design, je trouve que c'est un petit peu plus arrondi que le V9 par exemple. Ça lui donne un aspect plus familial, peut-être plus chaleureux. C'est une forme très, très aérodynamique, vraiment tirée vers l'arrière. Et puis on a cet arrière que beaucoup qualifient un petit peu d'arrière de corbillard. C'est vrai qu'il y a une petite ressemblance vu que c'est assez carré, etc. Mais voilà, moi je trouve quand même que ce design, il est très très joli, surtout dans cette finition calligraphie avec les jantes de 21 pouces, donc il lui donne un aspect un petit peu sportif. Cette jolie couleur verte également, et puis voilà, pas mal de petits détails qui en font une voiture, je trouve, vraiment très très jolie. Au niveau de la conduite, c'est super confortable. Là, j'ai activé les sièges chauffants, les sièges massants également. Ça fait toujours du bien, surtout sur des longs trajets. J'ai le volant chauffant, ça c'est vraiment une option que j'adore. Surtout là en hiver, on sort de l'épisode neigeux, hein, donc voilà, il fait encore quand même très très froid, même si ça s'est réchauffé un petit peu. Donc voilà, les sièges chauffants et le volant chauffant, c'est vraiment des options que j'adore utiliser. Donc on s'en prive pas, voilà, on va pas se priver des options de confort pour optimiser l'autonomie. Hein. Si on a besoin des sièges chauffants et du volant chauffant, on les active. Voilà, je vais pas m'en priver. Le but c'est pas de réussir à tout prix, hein, c'est vraiment de tester pour voir si la voiture est utilisée dans des conditions normales. Enfin, ce que je considère comme normal, hein, comme j'aurais utilisé n'importe quelle voiture. Mais si là, elle peut arriver à Bruxelles sans avoir besoin de recharger. Donc je vais pas non plus rouler à 110 au lieu de 130. Là, on est à 130 km/h. On met le régulateur quand on peut. Et voilà, on roule vraiment à la limitation. Pas au-dessus, bien sûr. Hein, on va pas sur l'autobahn en Allemagne. Peut-être une autre fois sur un autre essai, mais là, c'est pas le cas du tout. On a aussi ces caméras rétro, comme je l'ai dit, qui sont super pratiques. Moi, voilà, je commence à avoir l'habitude, donc je les ai appréhendées et c'est vraiment facile à utiliser, super intuitif, donc très pratique. Et on a même les petites caméras angle mort qui viennent sur le tableau de bord quand on active les clignotants. Donc là, pour dépasser, notamment sur autoroute, c'est super pratique parce qu'on peut voir si on a assez de distance avec la voiture qu'on est en train de doubler. Donc là, voilà, c'est plein de petits détails en fait qui font que cette voiture est facile et agréable à utiliser. En termes de performance, comme je l'ai dit, on a 428 chevaux et 700 Nm de couple. Donc dès qu'on appuie sur la pédale de droite, qu'on accélère un petit peu fort, voilà, on a une accélération assez impressionnante, même si on a un poids de un peu plus de 2,7 tonnes. Là, on peut avoir le poids qu'on veut, mais la voiture sera quand même impressionnante à ce niveau-là.
Et puis sinon, en termes de direction, voilà, bah, ça reste quand même une grosse voiture à déplacer. Donc on a une direction assouplie le plus possible. Pareil au niveau des suspensions. Donc ça va un petit peu brider les sensations de sportivité, évidemment, puisque c'est pas le but premier de cette voiture. C'est qu'elle soit quand même agréable et confortable, notamment sur des longs trajets. Et bah là, pour le moment, c'est le cas, même si ça fait que 42 km qu'on roule, 36 minutes de temps de trajet. Voilà, c'est quand même très très agréable et on sent qu'on peut parcourir de très longues distances avec cette voiture sans avoir de soucis particuliers. Donc bah là, on va rouler jusqu'à une pause déjeuner. Donc je pense à peu près dans une petite heure. Voilà, s'arrêter pour manger, donc sans recharger, parce que du coup, c'est le but de cet essai, de voir si on peut y arriver sans recharge. Donc on s'arrêtera à manger, on fera un petit bilan à ce moment-là, et puis on verra ensuite si on peut atteindre Bruxelles sans recharge. On a fait plus de la moitié du trajet en direction de Bruxelles, puisqu'on a parcouru 160 km depuis qu'on est parti. Et donc, il nous en reste 145. Alors, je pense que l'itinéraire a été modifié par le GPS entre-temps, vu qu'on est passé de 311 à 305, 306 km. Mais voilà, ça reste grosso modo la même chose. Donc, on a fait plus de la moitié. Alors, c'est l'heure d'un premier bilan qui va nous dire si on est bien parti pour y arriver sans recharge ou pas. Et bien pour le moment c'est plutôt positif puisqu'il nous reste 56% de batterie. Donc là on a roulé à 130 km/h quasiment tout le long. On a une consommation plus élevée que ce à quoi je m'attendais puisqu'on est à 30,6 kWh au 100 km. Je répète, en respectant toujours la limitation la plupart du temps au régulateur. Donc voilà, pour le moment c'est plutôt optimiste surtout qu'à la fin on devrait avoir moins d'autoroute quand on va arriver sur Bruxelles. Donc on se dit qu'on consommera moins à ce moment-là. Donc pour le moment, les estimations sont plutôt favorables. On a 228 km d'autonomie annoncée pour 143 km à parcourir. Donc voilà, je pense que l'autonomie va descendre plus rapidement que les kilomètres parcourus. Mais voilà, en tout cas pour le moment, c'est plutôt positif. Donc maintenant, on va voir si la tendance se poursuit sur les dizaines de kilomètres à venir. Et avant de m'arrêter pour manger, parce que j'ai faim, je vais parler un petit peu de la conduite et des aides à la conduite, parce que j'ai beaucoup parlé du confort grâce au siège chauffant, siège massant, volant chauffant, etc. Donc ça, vraiment, c'est mon petit plaisir coupable. Mais voilà, sinon, on a pléthore d'aides à la conduite dans cette voiture, notamment la conduite semi-autonome. C'est très pratique, voilà, si on veut avoir une petite assistance à la conduite. Donc ça veut dire que la voiture va nous maintenir dans la voie. Et puis si on active le régulateur de distance en même temps, ça nous donne une voiture qui conduit quasiment toute seule donc pendant quelques secondes. Et ensuite elle va nous rappeler de tenir le volant parce que dans les normes européennes, on ne peut pas conduire trop longtemps en mode autonome sur la voiture. On a également l'affichage tête haute, très pratique donc dans le pare-brise qui permet de voir la vitesse, le mode de conduite et puis les indications GPS aussi, ça c'est très pratique. Alors je pense pas que ça marche avec Waze, mais en tout cas, avec le GPS de la voiture, comme j'utilise actuellement, ça fonctionne. Donc ça c'est quand même très très pratique. Et je ne sais pas si vous les voyez là, regardez, on a les petites palettes au volant. Alors ça, c'est pas pour passer les vitesses comme sur une voiture un petit peu sportive, c'est pour les niveaux de régénération. Donc puisqu'on a différents niveaux de régénération qui vont permettre à la voiture de ralentir et en théorie de regagner de l'autonomie, regagner un petit peu de batterie quand on décélère. On a même un mode one pedal. Ça, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Et ce one pedal, il va jusqu'à l'arrêt. Ça, c'est quand même super pratique quand on roule en ville puisqu'on n'a pas à toucher à la pédale de frein, par exemple pour s'arrêter au feu rouge ou au stop. Donc ça, j'en avais déjà parlé. Et j'aime vraiment le fait de pouvoir s'arrêter avec le mode one pedal. Donc ça, c'est quand même un bon point sur cette voiture. Par contre, ce qui me dérange un petit peu, et j'en avais déjà parlé sur le Kia EV9, c'est quand le régulateur de distance est activé et qu'il y a une voiture devant nous, ça va freiner très très fort. C'est un petit peu brut quand même, surtout si c'est un camion qui se rabat devant nous pour dépasser un autre camion par exemple. Là, vu que l'écart de vitesse est important, la voiture ralentit beaucoup, mais elle freine très très fort. Donc ça, c'est pas hyper agréable. Moi voilà, je préférerais quelque chose de plus doux encore une fois, de plus contrôlé. Donc ça, c'est un petit peu dommage et c'est un défaut commun qu'on retrouve sur le V9 mais aussi sur l'Ioniq 9. Donc il nous reste 135 km de route, on arrive dans à peu près 1h40. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai faim, donc je vais m'arrêter manger. Je ne vais pas brancher la voiture, je vous montrerai le pourcentage de batterie au moment de s'arrêter et au moment de repartir. Donc pour vous montrer que j'ai pas triché entre guillemets, même si bon, il n'y a pas forcément d'utilité à tricher. Mais voilà, pour être vraiment sur un test d'autonomie grandeur nature et du coup sans recharge. Ça y est, après tout pile 2 heures de route et 195 km parcourus, je décide de m'arrêter parce que mon ventre crie famine. Donc regardez
mais il y a la station, une station Engie qui est juste là. Et moi, bah, je ne me suis pas arrêté à la station, donc on ne va pas recharger. D'ailleurs, ils sont en train de réparer des câbles, puisque je pense qu'il y a eu des vols pour le cuivre à l'intérieur. Donc ça, c'est un phénomène et un problème qui grandit de plus en plus. Mais ce n'est pas le sujet. Donc regardez, je vais vous montrer. Il nous reste 48% de batterie, donc 183 km encore d'autonomie. Et je le rappelle, encore 111 km à parcourir. Donc vraiment, encore une fois, on est sur la bonne voie. Maintenant, il faut voir si ça dure sur le reste des kilomètres à parcourir. Mais voilà, retenez qu'on est à 48% au moment où je m'arrête. Donc là, je vais faire une pause, je vais manger tranquillement. Et puis après, bah, on repartira pour finir notre trajet. Et on verra avec combien de pourcents on arrivera sur Bruxelles si on n'a pas besoin de s'arrêter. Comme il ne fait pas super beau dehors, bah, on ne va pas aller tester les tables de camping. On va plutôt tester la place à l'arrière, voilà, avec ces sièges pivotants. On va voir un petit peu le confort qu'on a à l'arrière et je vous en dirai des nouvelles. Ça y est, on est prêt à partir. Donc moi j'ai fait ma petite pause déjeuner à l'arrière. Donc j'ai pu profiter du siège chauffant, de la climatisation à l'arrière et bien sûr bah, de tout l'espace qu'on a sur la deuxième rangée. Donc voilà, une pause très très agréable. Et maintenant on est prêt à repartir. Donc je vous montre bien qu'on est toujours à 48% de batterie. On a 179 km d'autonomie et il nous reste 111 km. Donc maintenant, place à la conduite. On va essayer de finir ce périple sans s'arrêter à la borne de recharge. On a à peu près 1h30 de route. Donc on se retrouve tout à l'heure pour un prochain bilan. On vient de passer la frontière belge, donc ça y est, on s'approche vraiment du but. Là on est en Belgique, donc l'autoroute déjà passe à 120 km/h, donc on va consommer un petit peu moins. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle, même si on va mettre plus de temps entre guillemets à arriver, même si entre 130 et 120 il n'y a pas une grande différence, et ben on va moins consommer. Ça en revanche on va le sentir sur la consommation de la voiture. Donc petit bilan chiffré, ben, il nous reste 88 km, donc là on sent qu'on s'approche quand même de l'arrivée, et il nous reste 41% de batterie avec une autonomie annoncée de 150 km. Donc là oui, je commence vraiment à être optimiste sur le fait qu'on pourra arriver à Bruxelles sans avoir besoin de recharger ce Ioniq 9. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, plutôt intéressant pour la réalisation de cet essai. Alors par contre au niveau de l'insonorisation, eh bien, je trouve que c'est un peu moins bon que sur le V9. Bon là il y a aussi pas mal de vent donc ça aide pas, mais on a quand même pas mal de bruit de vent de l'extérieur. Donc c'est peut-être le seul point négatif au niveau du confort pur. Donc confort d'assise, confort de conduite et confort auditif. Voilà, ça pourrait être un petit peu mieux, mais voilà, c'est pas non plus catastrophique, on s'entend parler, on n'a pas besoin de hurler, et de toute façon, bon, si on veut compenser, on a des bonnes enceintes Bose, on peut mettre de la musique, voilà, c'est pas trop un problème non plus. Ça y est, on approche de la fin puisqu'on vient de sortir de l'autoroute. Donc là on est en ville et je pense qu'on n'aura plus que de la ville sur le reste du trajet, puisqu'il nous reste 4,5 km et on a un peu plus de 20 minutes annoncées par le GPS. Donc je pense que voilà, ça va être de la ville et un petit peu de bouchon. Ça va pas être la partie la plus agréable de l'essai, mais bon, c'est comme ça, il faut se réhabituer. Mais par contre, bah, pour ce qui est de l'autonomie et de la non-recharge du coup de ce Ioniq 9, je pense qu'on peut crier victoire, puisque justement il nous reste 4,5 km et on a encore 17% de batterie, 60 km d'autonomie restante. Et voilà, là en sachant que ça va être que de la ville, on va mettre le mode one pédale, comme ça on va récupérer un petit peu d'énergie quand on décélère. Donc voilà, là sauf cataclysme, je pense que ça devrait aller pour arriver à destination. Bon après l'aspect un petit peu bête de cette vidéo, c'est que maintenant je vais devoir trouver une borne de recharge et m'arrêter pour recharger. Mais bon, c'est un petit peu le but de cette vidéo, voilà, c'est pour le concept qu'on l'a fait, pour essayer vraiment un essai sans recharge, un essai de longue durée sans recharge. Donc qui va, je pense, être réussi. Voilà, il va me rester peut-être 10%, voire même un petit peu au-dessus. Donc ça laisse quand même une petite marge de manœuvre après. Je sais pas si par exemple on doit trouver une place de parking ou quelque chose comme ça, ou bah, une borne de recharge en l'occurrence. Donc voilà, bah, je vous retrouve dans quelques minutes du coup pour le verdict final de cet essai avec les chiffres détaillés. Mais voilà, là on va atteindre les 300 km tout pile, et on a une consommation à 29,6 kWh au 100 km. Donc je pense pas qu'on dépassera les 30. Voilà, bah, le fait que je sois tout seul aussi dans la voiture, je pense que ça aide. Donc voilà, on se retrouve dans quelques instants pour le bilan final, et moi je vous dis à tout à l'heure du coup. Ça y est, on est finalement arrivé à destination. Alors je suis pas directement allé au logement que j'ai réservé pour le salon. Je suis allé à une borne de recharge donc qui est juste à côté, donc en termes de distance, voilà, on est à peut-être 1 km près, mais du coup on a réussi le challenge, donc
Paris-Nord, Bruxelles, sans recharger avec un total de 302 km parcourus et une conso de 29,6 kWh au 100 km. Donc là, comme je disais tout à l'heure, je pense que le fait que je sois tout seul dans la voiture avec moins de bagages, même si bon, j'ai pas voyagé léger pour le coup, hein, j'ai bien profité de l'espace de la voiture. J'ai bien profité également du confort de la voiture avec le siège chauffant, le volant chauffant, le siège massant, le chauffage, etc. Donc voilà, on s'est pas privé sur ce trajet, mais on arrive quand même avec 16%. Donc je disais tout à l'heure, on arrive en ville avec 17%. Et évidemment, on n'a pas trop consommé en ville, on a mis le one pedal et malgré les bouchons, ça a été. Du coup, on a 16%, encore 56 km. Puisque l'autonomie annoncée en fait elle se fait en fonction de comment j'ai roulé, donc vu que j'ai beaucoup roulé sur autoroute, forcément c'est un peu plus élevé, mais si on roule en ville elle nous annonce au maximum 103 km, donc voilà, c'est quand même assez intéressant de se dire qu'on peut faire un Paris-Bruxelles sans avoir à recharger. Donc là c'est ce qu'on va faire, on a trouvé une borne de recharge juste à côté de mon logement, donc on va pouvoir recharger, mais je tire donc un bilan très positif quand même de ce Hyundai Ioniq 9 en termes de confort, en termes d'agrément de conduite. Voilà, sur des longs trajets, c'est très confortable, il n'y a pas de douleur au dos, il n'y a rien d'alarmant et de désagréable hein, sur un long trajet avec cette voiture. Donc forcément, avec autant d'options de confort, le confort à l'intérieur, le confort de conduite, même si le confort auditif peut être un petit peu amélioré à mon sens, voilà, je trouve que pour faire des longs trajets, que ce soit tout seul ou avec des passagers, parce que bon, j'ai testé les places à l'arrière du coup pendant que je mangeais pendant ma pause, et c'est vraiment très spacieux. Alors après, pour la banquette tout au fond sur la troisième rangée, ce sera plus pour des enfants, mais voilà, en tout cas, voiture très confortable, voiture très spacieuse et voiture surtout capable de parcourir donc 300 km sur autoroute sans avoir besoin de recharger. Donc avec 16%, on n'aurait pas pu aller beaucoup plus loin, je pense, hein. On ne poussera pas jusqu'aux Pays-Bas, mais voilà, en tout cas pour un Paris-Nord jusqu'à Bruxelles, eh bien c'est suffisant. C'est donc la fin de cette vidéo, de ce nouveau super essai. Donc j'espère que le concept vous plaît, que celui-ci vous aura plu avec ce petit défi que je me suis lancé à moi-même d'y arriver sans la moindre recharge. Donc challenge réussi, fin de cette vidéo, fin de cet essai avec le Hyundai Ioniq 9. Et moi, je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à la partager, à la commenter, à la liker et à vous abonner aussi à la chaîne et aux réseaux sociaux Automota. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour le salon de Bruxelles et pour un nouvel essai.